Bonsoir à tous et bonsoir Thomas Porte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous prenez la parole pour la première fois depuis les propos que vous avez tenus samedi qui ont déclenché une vive polémique. Bonsoir Serge Faubert. Bonsoir. Merci d'être ici. Vous allez mener cette interview avec moi, journaliste et fondateur de Pure Politique. Thomas Porte, vous avez déclaré que les athlètes israéliens n'étaient pas les bienvenus à Paris pour les Jeux Olympiques. Vous avez ensuite précisé vos propos depuis en expliquant qu'il fallait finalement qu'ils défilent sous bannière neutre. Le président de la République, hier, a réagi justement à ces propos. On l'écoute. Nous, on ne fait pas de politique avec les Jeux. Et donc, je veux le dire ici, on va s'envoler. Les athlètes israéliens sont les bienvenus dans notre pays. Ils doivent pouvoir concourir sous leurs couleurs parce que c'est ce que le mouvement olympique a décidé. Ils le feront et la responsabilité de la France, c'est d'assurer cette sécurité. Et je condamne avec la plus grande fermeté tous ceux qui, en quelque sorte, font courir un risque à ces athlètes et implicitement les menacent. Vous pensez à Thomas Porte, le député Oui, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Le président de la République juge vos propos inadmissibles. Est-ce que vous regrettez justement les mots que vous avez eus en marge de cette manifestation samedi? D'abord, Emmanuel Macron se trompe quand il dit qu'on ne fait pas de politique aux Jeux Olympiques. L'histoire des Jeux Olympiques est jalonnée de conflits géopolitiques. C'est un haut lieu de diplomatie. Les exemples récents sont légion. Je rappelle quand même que la Yougoslavie, en 1992, a été interdite de Jeux Olympiques. L'Afrique du Sud, pour sa politique d'apartheid, a été bannie des Jeux Olympiques pendant plus de 25 ans. Et les athlètes russes et biélorusses qui vont participer aux Jeux Olympiques de Paris vont le faire sous bannière neutre. Moi, ma position, elle n'a pas changé depuis des semaines et des mois. Ce que je remets en cause, c'est la délégation du comité olympique israélien en tant que délégation officielle. Je peux partager le fait que cette prise de position, elle fasse débat, qu'on ne soit pas d'accord avec le fait qu'ils aient une bannière neutre. Mais moi, ma position, c'est de dire qu'aujourd'hui, au regard de ce que fait le gouvernement israélien, des crimes de guerre, de génocide dans la bande de Gaza, la délégation du comité olympique israélien doit défiler sous bannière neutre, c'est-à-dire pas de drapeau et pas d'hymne. Après, on peut faire comme si la situation internationale n'existait pas, comme s'il ne se passait rien dans la bande de Gaza. La Cour internationale de justice, la plus haute juridiction mondiale, a rendu un arrêt il y a quelques jours qui dit que Israël commet des crimes d'apartheid en Cisjordanie et dans les territoires occupés. Elle dit que la colonisation est illégale et qu'il faut qu'elle cesse. Elle a déclaré, la Cour internationale de justice, que l'occupation des territoires palestiniens par Israël viole le droit international. Mais est-ce que vous comprenez l'inquiétude de justement la communauté juive en France qui explique que finalement ce genre de propos colle une cible dans le dos justement de nos concitoyens, quand vous expliquez que les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus en France? Il n'y a pas une confusion là dans vos propos? Il n'y a aucune confusion, puisque moi j'ai parlé de prise de position politique. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza est un conflit politique qui doit se régler par le droit international. Après, moi je souhaite que tous les athlètes qui soient ici, sur le territoire national, soient protégés, puissent participer aux épreuves en toute sécurité. Sauf que là, on déplace le sujet. Moi je parle d'une délégation officielle, en tant que telle, qui représente un gouvernement, celui de l'État d'Israël. Écoutez, il y a aussi des millions de personnes dans ce pays et à travers le monde qui ne supportent pas le deux poids deux mesures. Quelle est aujourd'hui la différence entre les sportifs russes et bélarusses qui n'ont pas le droit de défiler sous leur bannière parce que la Russie viole le droit international et Israël qui aussi viole le droit international et qui n'aurait pas de sanctions, notamment sur la question de la participation d'une délégation officielle. Cette question politique, elle se pose, y compris à gauche, elle fait débat, on n'est pas tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, une sénatrice socialiste en est vivement pris à vous, en justement souhaitant déclarer ce fameux article 40 pour des poursuites, en tout cas pour saisir le procureur. Mais moi, je veux qu'on ait un débat politique. La question que je pose, elle est profondément politique. Et je suis absolument pas antisémite, comme j'ai pu l'entendre ces derniers jours. Je suis engagé politiquement et syndicalement dans la lutte contre l'extrême droite, contre toutes les formes de discrimination, dans la lutte contre l'antisémitisme depuis des années. Je ne parle jamais de la religion ou de couleur de peau des gens, ce n'est pas mon sujet. Ce que j'ai pointé du doigt, c'est la responsabilité d'un gouvernement. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que Kamala Harris, qui va boycotter le discours de Benjamin Netanyahou aux États-Unis, est antisémite parce qu'elle prend une position politique? Est-ce qu'on considère que les 400 juifs américains qui étaient dans le Congrès aujourd'hui, qui ont refusé de quitter le Congrès tant qu'il n'y aurait pas un embargo sur les armes, sont antisémites? Très sincèrement, on est aujourd'hui à 40 000 morts dans la bande de Gaza. Les observateurs internationaux disent que ce bilan sera 3 à 4 fois supérieur. Oxfam a publié un rapport sur l'utilisation de l'eau comme arme de guerre il y a quelques jours, où les Palestiniens vivent avec moins de 5 litres d'eau par jour. C'est moins qu'une chasse d'eau. La polio revient dans la bande de Gaza, elle n'était pas là depuis 25 ans. Des écoles sont bombardées. 80% de la population est déplacée. Est-ce qu'on peut accepter
de poser la question politique de sanctions contre un État qui aujourd'hui commet des crimes de guerre. En tant que parlementaire, je me suis mobilisé avec mes collègues sur la question de l'embargo sur les armes. Silence radio d'Emmanuel Macron. La reconnaissance de l'État palestinien, votée il y a 10 ans par les parlementaires français. Silence radio. Sanctions économiques contre l'État israélien. Rien. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui comme marge de manœuvre pour parler de ce sujet-là, interpeller, pour dire que ce n'est pas possible de regarder en silence une population massacrée. Donc oui, il y a une décision politique qui peut s'imposer. La Fédération internationale des droits de l'homme a publié un communiqué. Avant-hier, la Fédération internationale des droits de l'homme a publié un communiqué pour demander à ce que l'État d'Israël soit exclu des Jeux Olympiques. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude de nos compatriotes juifs en France aujourd'hui? On voit que l'antisémitisme a explosé depuis le 7 octobre. Sur cette question-là, est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous comprenez que ce type de propos peut avoir des répercussions sur eux? Mais tout ce qui s'apparente à du racisme ou de l'antisémitisme, je le combats. Et l'inquiétude des concitoyens français qui sont de confession juive, je la comprends. Je comprends le traumatisme des attaques terroristes du 7 octobre que nous avons condamné. Je comprends la souffrance de celles et ceux qui ont vu des amis, des proches, parfois tués, assassinés par les attaques du 7 octobre. Tout ça, je le condamne et je le comprends. Mais moi, je suis un responsable politique. Et aujourd'hui, je fais en sorte que, si on veut, et c'est ma priorité, que demain, les otages soient libérés. Si on veut que demain, il n'y ait plus de massacres de civils. Si demain, on veut que les populations israéliennes et palestiniennes puissent vivre correctement, en paix, en sécurité, avec deux États, ça passe par l'arrêt de ce qu'est en train de faire aujourd'hui l'armée israélienne et le gouvernement. Serge Faubert. Je crois qu'il faut donner acte à M. Porte que les Jeux Olympiques ont toujours été un lieu de manifestation politique. Quand le président de la République nous dit nous nous tenons à l'écart, ce n'est pas vrai. À chaque fois, il y a eu de nombreux exemples de boycott, de pays qui ne participaient pas, etc. Donc là-dessus, on est d'accord. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu dans votre démarche, c'est que votre indignation reste sélective. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays qui sont en train de massacrer des populations, comme la Chine avec les Ouïghours. Vous n'en dites pas un mot. Monsieur Mélenchon a été récemment en Arménie avec Monsieur Delogu. Il en a ramené d'ailleurs un témoignage extrêmement édifiant et extrêmement important, qui mériterait par exemple qu'on dise quelques mots sur le rôle de la Turquie dans l'agression contre l'Arménie et que l'on dénonce les Azéris qui ont repris une partie du territoire arménien. Là aussi, il n'y a pas d'indignation de votre part. Vous vous centrez uniquement sur Israël. Alors, je comprends que votre émotion soit sincère, je n'en doute pas. Simplement, vous savez très bien que derrière vont s'engouffrer des gens qui sont peut-être moins sympathiques que vous et qui sont d'authentiques antisémites, qui en profiteront pour nous dire encore Israël, les Juifs, etc. C'est très poreux la frontière. Je pense que si on commence à écarter un certain nombre de pays, il faut tous les écarter pour que ce soit clair. C'est-à-dire tous les pays qui ne satisfont pas au minimum de règles démocratiques. Le régime iranien également, voilà. Cela vous a été reproché également. Moi, en tant que parlementaire, j'ai été parrain d'un jeune Iranien qui a été condamné à mort. Je n'ai jamais défendu le régime iranien, et même quand il y a eu la tentative d'instrumentalisation d'un tweet du régime iranien qui se félicitait de nos positions, nous avions dit très clairement que nous ne voulons pas de ce soutien-là parce que nous condamnons le régime iranien, nous ne partageons pas ses pratiques et ce qu'il fait aujourd'hui. Il y a des combats politiques à mener, et moi je suis engagé sur la question palestinienne, pas depuis le 7 octobre, pas depuis que je suis parlementaire. Ça fait 20 ans que je me mobilise sur ce sujet-là. Et par contre, moi j'accepte pas qu'aujourd'hui on soit dans un pays où quand on parle de la politique israélienne et du gouvernement israélien, parce que moi, c'est ça que je dénonce. C'est pas une religion, c'est pas un peuple, c'est un gouvernement, une armée et un processus de nettoyage ethnique qui est organisé par un État. Qu'on soit qualifié d'antisémite. J'ai jamais parlé de religion. Jamais. Parce que c'est pas mon sujet. Et tous les concitoyens de confession juive doivent pouvoir vivre en toute sécurité, en France et partout dans le monde. Et je serai toujours à leur côté quand ils sont attaqués pour les défendre sur des formes de discrimination ou d'actes antisémites. Mais on ne peut pas disqualifier la parole d'un responsable politique parce qu'il demande à ce qu'il y ait des sanctions contre un gouvernement qui commet des crimes de guerre. Et vraiment, entendre le président de la République dire on ne fait pas de politique aux Jeux Olympiques. Mais excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait, je le redis ici, avec les athlètes russes et bélarusses? C'est pas pour ça qu'on est favorable à des sanctions sur tout le monde. Mais il faut qu'il y ait aussi quelque chose qui soit pas à géométrie variable. Comment on explique à des millions de personnes qui sont aujourd'hui mobilisées pour la paix, pour leur dire d'un côté il y a un État qui est sanctionné parce qu'il viole le droit international, et de l'autre, il ne l'est pas. C'est pas possible. Et moi je le dis, je suis d'autant plus en colère que ça fait des mois que nous alertons. On ne découvre pas cette situation dans la bande de Gaza à la veille des Jeux Olympiques. Le comité international olympique a manqué à ses responsabilités.
Je crois qu'il aurait dû demander à la délégation israélienne de défiler avec une bannière neutre et sans hymne dans les stades. Parce que oui, elle représente aujourd'hui un gouvernement qui, selon la Cour internationale de justice, commet des crimes de guerre et organise une famine pour tuer une population. Alors, hier, le président de la République, sur la question de la venue ou non de Benyamin Netanyahou, a expliqué que c'était un chef d'État, en tout cas il est Premier ministre israélien. Il fallait l'accueillir comme il se doit, malgré nos profonds désaccords. C'est le rôle du président de la République. Benjamin Netanyahou est un chef d'État qui est aujourd'hui poursuivi. La Cour pénale internationale, en tout cas le procureur de la Cour pénale internationale, a déposé un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt international. Benjamin Netanyahou est un criminel de guerre aujourd'hui. Il n'a pas à être accueilli par le chef de l'État français. Il n'a pas à être accueilli par le chef de l'État français. Aujourd'hui, on demande des sanctions contre Benjamin Netanyahou. On demande des sanctions contre l'État israélien. Emmanuel Macron, je l'ai entendu hier dire, la France est le premier pays qui a demandé un cessez-le-feu. Mais qu'a fait Emmanuel Macron pour que ce cessez-le-feu soit appliqué? Est-ce qu'il a pris un embargo sur les armes? Non, on continue à livrer des armes. Est-ce qu'on a pris des sanctions économiques contre l'État israélien comme nous l'avons fait contre la Russie? Rien. Emmanuel Macron a simplement tweeté. Aujourd'hui, il faut sortir des tweets et avoir des actes politiques courageux qui font en sorte que la paix revienne. Est-ce qu'on va se retrouver sur ce plateau dans 2 à 3 mois avec 20 à 30 000 morts de plus, avec des enfants qui continuent à être déchiquetés? Est-ce qu'on peut accepter ça de manière sereine? Serge Faubert, je vous donne la parole dans un instant, mais il y a ce sondage qui est paru au mois de juin. La France insoumise est perçue par 92% des Français de confession juive comme contribuant à la montée de l'antisémitisme. Qu'est-ce que cela traduit? C'est une création? C'est une incompréhension? Comment est-ce que vous traduisez cela? Il y a une réelle inquiétude, il y a en tout cas cette perception de nos compatriotes juifs. J'entends l'inquiétude, je la comprends. Je la partage aussi parce qu'il y a une montée des actes antisémites dans ce pays, il ne faut pas le nier, et il faut les condamner avec la plus grande fermeté. Mais il y a aussi une campagne médiatique qui est organisée contre nous. Plusieurs de mes collègues ont été qualifiés d'antisémites sans le début d'une preuve. Moi-même, on m'a collé l'étiquette d'antisémite à plusieurs reprises, pas simplement pour ce que j'ai dit à la manifestation de samedi, mais pour mes prises de position, simplement parce que je défendais le peuple palestinien. Donc il y a aussi une riposte qui est organisée, qui ne vient pas de nulle part. L'extrême droite européenne et française s'est mise en marche pour soutenir un gouvernement d'extrême droite qui commet un génocide. Et aujourd'hui, dans ce pays, faire croire que celles et ceux qui mettent en danger les juifs, c'est les députés de la France insoumise. Alors que face à moi, à l'Assemblée nationale, j'ai un député du Rassemblement national qui était propriétaire d'une librairie antisémite, où c'est un parti qui a été fondé par des Waffen-SS, où ces gens sont sur des positions racistes qui mettent en danger les minorités dans ce pays. C'est absolument inacceptable. Donc je le redis ici, il n'y a pas un membre de mon groupe parlementaire, pas un militant de la France insoumise qui n'est antisémite. Mais il y a quand même des phrases malheureuses. Et moi, j'avoue que parfois, j'ai du mal à comprendre les notes de blog de Jean-Luc Mélenchon. Quand il dit l'antisémitisme est résiduel en France, au moment où il explose, je me dis comment peut-il écrire ça? Je ne dis pas que c'est un propos antisémite. Je dis simplement que c'est un propos qui est tellement hors sol que ça interpelle n'importe quel citoyen français qui a accès aux statistiques des actes antisémites en ce moment. C'est-à-dire un responsable politique qui dit ça, on reste interloqué. Comment ça se fait qu'il ait pu dire ça? D'habitude, il est quand même beaucoup plus à la fois vigilant et perspicace. Les hésitations qui ont entouré pendant de longues semaines, qui ont entouré votre prise de position sur le 7 octobre, cette incapacité à qualifier le Hamas de mouvement terroriste, il a fallu que certains chez vous poussent un peu les portes et les fenêtres pour y arriver. Manon Aubry n'hésite pas aujourd'hui à dire oui, c'est un mouvement terroriste et c'est un acte terroriste, il n'y a pas de problème. Ce qui a été impossible chez vous à dire pendant un mois au moins. Donc vous avez prêté le flanc à ces soupçons d'antisémitisme, reconnaissez-le, où il y a eu des maladresses, il y a eu des complaisances, il y a eu des dénis qui ont alimenté, bien évidemment, il n'y a pas qu'un complot des médias, il y a aussi le fait que vous avez prêté le flanc à un certain nombre d'attaques politiques. J'ai pas parlé de complot des médias, j'ai dit une polémique était organisée par certains. C'est pas la même chose. Moi, je suis pas dans la théorie du complot, que ce soit contre nous ou contre d'autres personnes, ça n'a jamais été mon sujet. Des maladresses peut-être, jamais de complaisance. Jamais de complaisance. J'ai moi-même qualifié ici ce soir les actes terroristes commis par le Hamas. Nous les avons toujours condamnés. Personne dans mon mouvement n'a célébré ce qui s'est passé le 7 octobre et nous avons toujours une parole très claire. Mais pourquoi on parle de crimes de guerre? Pourquoi on utilise ce langage-là? Parce que c'est le langage du droit international qui permet de demain de poursuivre
les dirigeants qui ont commis ces actes-là. Et d'ailleurs, vous interromps, il y a une abondante législation sur le terrorisme. D'ailleurs, quand nous avons souligné les crimes de guerre, nous avons aussi salué le fait que la Cour pénale internationale poursuive à la fois, en tout cas que le procureur demande un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, mais aussi contre les dirigeants du Hamas. C'est écrit noir sur blanc dans nos communiqués de presse. Donc il n'y a jamais eu de complaisance avec l'antisémitisme, avec les actes du 7 octobre. Ça, c'est une cabale qui a été racontée. Je le redis ici, nous sommes profondément attachés à la paix. Et les positions politiques que nous prenons et celles que j'ai prises pour demander, et je le redis, c'est ma position politique et je l'assume, une bannière neutre et pas d'hymne, ce que personne ne découvre. J'ai signé un texte il y a plusieurs semaines avec plusieurs députés. Aymeric Caron a la même position que moi. C'est une position politique et c'est un levier politique que nous utilisons pour essayer de faire en sorte que le massacre cesse. Ou alors, on accepte de rester sur le bord de la route, on regarde tous les jours sur nos téléphones les images des femmes, des enfants, des humanitaires assassinés par l'armée israélienne en disant on ne peut rien faire. Non. Moi, le matin, je veux aussi me regarder dans une glace et me dire que la bataille que je mène pour la paix et pour arrêter que des gens soient massacrés et que demain, les populations israéliennes et palestiniennes puissent vivre en paix, il faut avoir le courage politique de le mener et je vais continuer à le mener. Mais Monsieur Porte, est-ce qu'il ne serait pas plus habile, à un moment donné, vous avez avancé ce mot d'ordre, qui était la reconnaissance de l'État de Palestine, est-ce qu'il ne serait pas plus habile, plus fédérateur d'insister là-dessus et de dire au président c'est le moment? C'est le moment. Un certain nombre de pays européens récemment ont reconnu l'État de Palestine et de dire nous sommes, encore une fois, au niveau diplomatique international à la traîne. C'est le moment de reconnaître l'État palestinien. C'est peut-être plus fédérateur comme campagne et en tout cas sans ambiguïté. Dire les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus. Pardon, mais il y a des gens qui se souviennent de Munich en 72. C'est ce que j'allais dire, ça convoque aussi ce souvenir très traumatisant de ces JO de Munich avec ces otages israéliens dans ce contexte sanglant. Mais moi, je n'appelle pas à des actes violents contre les athlètes israéliens et je le redis, ces athlètes sont menacés, ils étaient déjà menacés depuis plusieurs semaines et il faut prendre toutes les mesures de sécurité pour les protéger et que rien ne leur arrive. Je ne peux pas avoir de paroles plus claires ce soir sur ce sujet-là et juste je réponds sur l'État palestinien. Ça fait des mois, des semaines qu'on demande à Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine. Il a été voté, je le redis ici, par le Parlement et l'Assemblée nationale. Le président de la République ne veut pas le reconnaître. Et j'ai lu aussi un certain nombre de réactions de gens qui s'en sont pris à moi et à mes positions pour dire qu'il ne fallait pas reconnaître l'État de Palestine. On a aujourd'hui un gouvernement israélien qui prend des décisions politiques, qui essaye de graver dans la loi le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait deux États. Donc c'est une bataille politique et je le redis, tous les leviers politiques, pacifiques, à notre disposition doivent être utilisés pour faire cesser le massacre dans la bande de Gaza. Bon, en tout cas, on a compris votre position. Votre position, c'est qu'elle ne change pas par rapport à votre position politique sur cette question-là. On va revenir à présent sur la politique intérieure avec ce candidat unique donc, que vous avez proposé hier avec le nouveau Front populaire, Lucie Castet, qui fait consensus, en tout cas dans les 4 formations politiques du nouveau Front populaire. Fin de non-recevoir par le président de la République hier soir lors de son interview. Écoutez Lucie Castet, elle était invitée chez nos confrères de France Inter ce matin. L'inconséquence du président de la République était inquiétante, le déni de démocratie en refusant d'appeler la formation politique qui est arrivée en tête aux élections est grave dans un contexte où les Français se sont mobilisés massivement pour faire barrage au Rassemblement national et les résultats des élections sont absolument clairs, c'est un rejet de la politique du gouvernement. Je demande maintenant au président de la République de prendre ses responsabilités et de me nommer Premier ministre. Thomas Porte, le président de la République vous demande, en tout cas c'est ce qu'il expliquait hier, d'attendre, mais surtout de vous mettre d'accord en fait, de créer un compromis avant de retourner le voir. Mais le compromis, il était déjà entre nous depuis le début, c'est le programme. Le nom, il est sorti. Mais pas de compromis au sein du nouveau Front populaire. Trouver un compromis au sein d'une formation beaucoup plus large qui est l'Assemblée nationale. Mais il vous a pas échappé qu'aux dernières élections législatives, la majorité présidentielle n'avait pas de majorité absolue. Un peu plus de députés que nous, mais pas de majorité absolue aujourd'hui. Et Emmanuel Macron n'avait pas demandé à ses députés de se mettre d'accord avec d'autres groupes politiques. Ils avaient un peu plus de députés. Non, mais on est quand même dans une situation où hier, le président de la République était déconnecté de ce qui se passe dans le pays, du résultat des élections. Nous avons gagné les élections législatives. Nous sommes le premier groupe politique à l'Assemblée nationale. Nous avons proposé Lucie Castet, qui est une formidable candidature pour être première ministre, qui est engagée sur les services publics, sur la lutte contre l'extrême droite. Donc il ne faut pas inverser les rôles. Aujourd'hui, celui qui doit reconnaître les résultats, sortir du déni de réalité et démocratique dans lequel il est enfermé, c'est le président de la République et il doit appeler Lucie Castet pour être Premier ministre
et qu'elle forme un gouvernement. Mais il ne le fera pas, semble-t-il. Cette trêve politique, comment est-ce que vous allez la vivre? Vous allez attendre sagement chez vous? Ça n'existe pas, la trêve politique. Ça n'existe pas, la trêve politique. La vie des gens, elle continue d'être abîmée pendant ces semaines-là. Les gens qui n'ont pas de logement, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui voient le facture d'électricité exploser. Il n'y a pas de trêve pour eux. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a la responsabilité. Il aurait dû le faire au soir des élections législatives. C'est son unique responsabilité. Si on est à l'ouverture des Jeux Olympiques et qu'il n'y a pas de gouvernement ou de députés ministres, enfin, on est dans une situation, il faut que les gens mesurent. Gabriel Attal est Premier ministre exécutant des affaires en cours. Il est député et chef de groupe à l'Assemblée. Donc c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui n'est plus officiellement un gouvernement, qui va gérer les affaires courantes pendant les Jeux Olympiques, c'est pas rien, et il n'y a pas de contrôle parlementaire sur ce que fait le gouvernement. Cette situation n'est pas acceptable, et je le dis, il faut qu'Emmanuel Macron revienne à la raison et qu'il norme un gouvernement. Vous allez faire quoi du coup? Mais nous, on va soutenir toutes les mobilisations qui vont s'organiser. Moi, je suis pas représentant d'une organisation syndicale, mais plusieurs syndicats préparent des mobilisations à la rentrée, parce qu'il y a aussi des millions de personnes qui n'acceptent pas que leur vote soit volé, qui n'acceptent pas le fait qu'Emmanuel Macron vienne à la télé dire « mon camp a perdu, mais personne n'a gagné, donc finalement, c'est la même situation, je verrai en septembre ce qui va se passer, je nommerai peut-être un gouvernement ». De quoi on parle? D'une élection qui a été gagnée. Et si on n'applique pas les résultats d'une élection, c'est un problème pour notre démocratie quand même. Est-ce qu'il n'est pas judicieux de profiter du fait que l'ensemble des caméras du monde entier sont braquées sur la France en ce moment pour justement vous manifester? Enfin, je regardais ce matin, le Parti socialiste vient de lancer une pétition nationale qui visiblement préfigure un mouvement de plus grande ampleur. Manuel Bompard ce matin disait il y aura peut-être des manifestations. Est-ce qu'il est peut-être pas nécessaire de mettre un petit peu plus de pression sur le président de la République, parce que il faut pas oublier une chose, c'est que vous avez une fenêtre là qui ne se reproduira pas avant un siècle, si j'ose dire. D'autant qu'un Français sur deux ne part pas en vacances, faut pas l'oublier. Donc le fait de miser sur le fait que les Français soient sur les plages, ça c'est les images d'Épinal. Écoutez, s'il y a des mobilisations sociales et des grèves dans des secteurs clés et impactants qui s'organisent pendant les Jeux Olympiques, évidemment, nous les soutiendrons. Maintenant, c'est les travailleuses et les travailleurs qui décident de s'organiser. Vous me connaissez assez pour savoir que s'il y a des mobilisations sociales, j'y participerai et j'apporterai mon soutien. Mais je crois que Emmanuel Macron ne doit pas minorer la colère sociale qui est dans le pays. Elle n'a pas disparu. Le fait d'avoir une élection dans laquelle les syndicats ont appelé à voter pour le nouveau Front populaire, où des millions de personnes, les Français, ont participé massivement aux élections, notamment au second tour, ils ne se laisseront pas voler le résultat. Et donc, s'il faut monter la pression, on montera la pression. Merci en tout cas.